Bien, maintenant nous accueillons le professeur Nabil Chakfé, toujours sur le thème de l'artère rénale, cette fois-ci sur la sténose de l'artère rénale. Que faire en 2019 ? Merci encore Ruben pour l'invitation. Donc là, on va passer dans une pathologie qui était quasiment une pathologie de tous les jours à une niche d'indications. Et j'imagine que les indications dont tu m'as demandé de traiter étaient les indications interventionnelles et tout particulièrement chirurgicales et endovasculaires. Donc, il ne faut pas jamais essayer de réinventer la poudre. Il y a récemment des guidelines et recommandations qui ont été faites de manière jointe entre la Société européenne de cardiologie et la Société européenne de chirurgie vasculaire avec notre premier auteur, Victor, qui est avec nous aujourd'hui. C'est sur cette base de travail donc que je vais rapporter les recommandations actuelles. Tout d'abord, la clinique est importante et dans ces recommandations, on retrouve les différentes situations cliniques qui doivent faire penser à une hypertension artérielle d'origine rénovasculaire, donc une sténose de l'artère rénale. Donc il s'agit d'une hypertension qui débute avant l'âge de 30 ans, d'une hypertension sévère après 55 ans, mais qui est associée à une insuffisance rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, d'une hypertension artérielle associée à un souffle abdominal, d'une hypertension artérielle contrôlée mais d'aggravation rapide, d'une hypertension résistante malgré une quadrithérapie bien conduite, et là on revient sur la notion de bonne conduite d'un traitement antihypertenseur lorsqu'on a parlé d'observance. C'est l'existence de poussées hypertensives, de dégradation d'une insuffisance rénale après traitement par un IEC et une atrophie asymétrique rénale ou une insuffisance rénale inexpliquée, enfin les flash OAP. Tout d'abord, en termes d'imagerie, très clairement les recommandations font proposer en première intention, en première ligne, il s'agit d'une recommandation de classe 1 de niveau B, font proposer en première ligne les ultrasons, donc l'écho-doppler pour la quantifier. En cas d'impossibilité de conclure très clairement, on peut alors passer à l'angioscanner et à l'angio-IRM. L'autre point important, c'est en ce qui concerne l'artériographie, celle-ci n'a pas d'indication en première intention, mais par contre elle peut être proposée lorsque ces examens sont inconclusifs, et cette fois-ci c'est une recommandation de niveau C. Les évaluations qui était courant de proposer par le passé. Je me souviens que c'était le cas lorsque j'étais étudiant, à savoir une scintigraphie rénale, des mesures étagées de la plasmine et du système rénine-angiotensine. Toutes les manœuvres de provocation ne sont plus du tout recommandées aujourd'hui dans ce cadre-là. En ce qui concerne les indications thérapeutiques, donc beaucoup de choses ont changé et elles se restreignent de manière très importante. Elles se résument classiquement à 3 indications, à savoir la dysplasie fibromusculaire, l'OAP flash associé à une sténose serrée d'une artère rénale et l'insuffisance rénale aiguë oligoanurique avec des sténoses bilatérales des artères rénales et en l'absence d'atrophie rénale. La dysplasie fibromusculaire, vous le savez, c'est une affection qui touche principalement la femme, de faible prévalence, et c'est une affection qui est caractérisée par une pathologie de la paroi artérielle qui n'est pas d'ordre athéroscléreuse, qui n'est pas inflammatoire, et qui est caractérisée par des désordres au niveau de la partie musculaire de la paroi aortique. Donc, elle peut conduire à des lésions particulières de sténose, plus ou moins complexes, également anévrismales, et son diagnostic nécessite d'exclure des spasmes artériels, mais également d'autres types de lésions inflammatoires au niveau des artères rénales. Ce qui est important, c'est que l'artère rénale est le siège le plus fréquent des dysplasies fibromusculaires, donc avec une fréquence plus élevée que celle des troncs supraortiques. Voici ce genre de lésions que l'on peut voir. C'est important parce que lorsqu'on voit dans le traitement aujourd'hui, il n'y a pas avoir de conflit d'intérêt entre endo, open, et c'est vraiment quelque chose à considérer, le caractère étendu des lésions, la complexité.
en prenant en compte également le patient, notamment s'il s'agit d'un patient jeune, pour discuter de la technique. Alors, vous voyez ces aspects de piles d'assiettes qui sont tout à fait typiques, ou des lésions plus complexes qui atteignent les bifurcations, ici avec une artère rénale droite relativement courte. Alors, dans les indications thérapeutiques sur les dysplasies fibromusculaires, celles-ci sont posées selon les recommandations dans les cas où il y a une hypertension qui est de découverte récente. C'est le premier traitement qui est proposé pour normaliser la tension artérielle. En cas d'un traitement médical qui a échoué, donc une résistance aux drogues ou alors une intolérance, et on y revient encore, une non-observance, en cas d'insuffisance rénale, avec une détérioration de la fonction rénale après l'administration donc d'un ARA2 ou d'un IEC. Enfin, en cas d'une réduction de la taille du cortex rénal, donc de la hauteur rénale en aval d'une sténose. Donc aujourd'hui, l'indication thérapeutique en première ligne, chaque fois qu'on peut le faire, dans des lésions qui ne sont pas trop complexes, c'est l'angioplastie au ballonnet en première intention. En ce qui concerne l'OAP flash, c'est lorsque on a une sténose isolée de l'artère rénale, c'est quelque chose que l'on rencontre encore régulièrement, pour lequel une indication peut être proposée. Cette sténose est responsable d'une hypoperfusion avec ischémie rénale, avec une hypersécrétion de rénine et activation du système rénine-angiotensine avec un hyperaltostéronisme secondaire. Enfin, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'existence d'une insuffisance rénale aiguë oligoanurique associée à des sténoses bilatérales des artères rénales et en absence d'atrophie rénale. Alors, en ce qui concerne aujourd'hui les revascularisations, très clairement, la revascularisation systématique des lésions des artères rénales n'est pas recommandée en cas de lésion athéromateuse. En cas d'une hypertension avec des signes d'insuffisance rénale et on l'a vu tout à l'heure, de dysplasie fibromusculaire, l'angioplastie est recommandée avec une recommandation de niveau 2A et un niveau de preuve B. L'angioplastie au ballon, avec ou sans stenting, peut être considérée chez des patients sélectionnés avec une sténose de l'artère rénale et un OAP flash ou une insuffisance cardiaque congestive inexpliquée. Enfin, un point qui est aussi très important, c'est en cas d'indication de revascularisation de l'artère rénale, on doit discuter la chirurgie directe. En effet, dans les lésions très complexes, en cas de resténose, on en reparlera tout à l'heure, en cas de lésions associées notamment aortiques et ostiales, et en cas de lésions multiples, comme dans ce qu'on peut voir dans les dysplasies fibromusculaires, il faut et on doit décider et proposer une chirurgie ex situ de reconstruction qui va pouvoir être définitive chez les patients qui sont jeunes. Donc, on a parlé des recommandations aussi qui étaient proposées sur le plan médical. Je les passerai rapidement. Ce que je voulais dire aujourd'hui sur le plan des indications thérapeutiques dans un service de chirurgie vasculaire qui fait de l'endovasculaire, qui fait de la chirurgie ouverte, aujourd'hui, et chez tout le monde, on ne fait plus de revascularisation systématique isolée. Donc on ne les cherche plus, on ne fait pas l'artériographie pour dilater une artère rénale en passant. Ça, c'est terminé. La deuxième chose qu'on avait l'habitude de proposer, c'était de faire des revascularisations systématiques lors d'une chirurgie aortique. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons plus non plus. Il n'y a pas de recommandation pour le faire. Ce que nous faisons encore avec des recommandations, mais c'est dans un autre registre, qui sont encore discutables, c'est des revascularisations systématiques des lésions de l'artère mésentérique supérieure, parce que là, on sait qu'on a un risque important post-opératoire. Ce qui est aussi important, c'est qu'on ne considérera pas, lorsqu'on fait une chirurgie directe, la sténose de l'artère rénale comme complètement isolée dans le tableau. Je veux dire par là que lorsqu'on a des revascularisations complexes avec des lésions rénales, sous-rénales ou interrénales très calcifiées, que l'on sait qu'on va être
clamper sous les artères rénales, mais qu'on risque tout simplement de casser et de faire basculer une plaque, ou qu'on va clamper en suprarénal et qu'on aura exactement le même effet. Perdre un rein, c'est pas quelque chose d'anodin, donc on doit y penser avant. C'est pas lorsque tout cafouille et que on se dit mais là c'est pas possible, je suis en train de perdre le rein, qu'on rajoute un petit morceau de prothèse pour ponter l'artère rénale, que ça s'arrange. Donc dans ces cas-là, il arrive que l'on planifie d'emblée, nous, de revasculariser une artère rénale gauche, en sachant que là, lorsque le clan va arriver, on a tous les risques de casser la plaque et de perdre le rein dans les suites. Donc ça, c'est une des indications. Mais ça se planifie, ça se décide à l'avance, notamment pour réduire l'ischémie chaude. En ce qui concerne aussi nos indications thérapeutiques, on travaille avec les néphrologues. Notre service fait 150 greffes de reins par an, donc ce qui fait une habitude de travail conjointe. Donc tous les cas limites qui peuvent nous être proposés sont discutés systématiquement, au cas pour cas. Comme je l'ai dit, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'endovasculaire, ou est-ce qu'on doit s'acharner à rester complètement endovasculaire? Dans l'hérosténose, c'est important aussi, la chirurgie ouverte, elle a été remplacée par la chirurgie endovasculaire, et finalement, dans les études, on a toujours comparé l'endovasculaire au traitement médical. Mais la chirurgie ouverte, ça marche également. Donc, dans les cas de rosténose complexe, il nous arrive de faire des pontages à partir de l'aorte, et notamment en cas de rein unique. Je vous ai parlé également des lésions complexes aortiques associées. Ça peut être aussi nécessaire de remplacer l'aorte pour avoir un point de départ pour pouvoir ponter une artère rénale lorsqu'il est nécessaire de le faire. Donc c'est pas toujours aussi évident. Et la chirurgie ouverte n'est pas toujours forcément extrêmement invasive, parce qu'il ne faut pas oublier que notamment dans les patients fragiles qui ont fait des flash OAP, c'est bizarrement des patients qu'on voit le plus souvent maintenant lorsqu'on revascularise des rénales, ce sont des pontages à partir de l'artère splénique ou de l'artère hépatique, donc des pontages par voie rétropéritonéale, sans clampage aortique, sans complications, que sont les pontages plénaux et les pontages hépato-rénales. Je vous remercie. Merci Nabil. Vous avez exposé des questions dans la salle. Alors, j'aurais une petite... à tout, Louis. L'angioplastie pour les FMD, ça se fait avec des ballons particuliers, donc dans lequel il n'y a pas, c'est pas des systèmes dans lesquels on peut léser la paroi médiane. C'est pas des ballons. Non. Non, des ballons standards. Au contraire, les cutting ballons. Tu veux dire un cutting balloon? Non, c'est plutôt contre-indiqué dans les dysplasies. Oui. Tout à fait. Le but, c'est de ne pas stenter. Il y a des recommandations qui sont faites aussi sur les dysplasies qui disent que d'éviter reflexive stenting, comme disent les anglo-saxons, et de penser à la chirurgie, notamment pour ces patients. Il y a les formes médiales et puis il y a les autres, intimales et sous-adventicielles, qui, elles, n'ont pas un bon pronostic après angioplastie. Donc c'est clair qu'il faut être vraiment précautionneux et je dirais là, dans ces cas-là, chez les patients jeunes, il ne faut pas, entre guillemets, avoir peur de faire une chirurgie ex situ. C'est beaucoup plus définitif. In any kind of FMD, we always use category. We have significantly decreased the number of re-interventions for FMD. Of restenosis? Oh. I never use that. Just one question regarding the cutting balloon. Could you tell us the size of the balloon to use for that? We do a ratio of 80%. 80%. Nabil, une petite précision. Ah, pardon. Ruben, monsieur. What about recessive hypertension with poor treatment, anti-hypertensive treatment? Qu'est-ce qu'il en est des hypertensions artérielles rénovasculaires avec une catéthérapie, avec un parenchyme rénal encore correct en regard de ces sténoses? Il y a des fois bilatérales. Qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là? Est-ce que tu retiens toujours une indication?
Alors ça, comme je te le disais, on les discute au cas par cas avec nos collègues néphrologues, ça c'est très important, c'est qu'on se met d'accord. Il y a aussi des fois des indications de sauvetage néphronique, en sachant que le traitement de la sténose de l'artère rénale n'est pas prouvé à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui est discuté, mais c'est des cas où on peut des fois être amené à le faire. Tu parlais de sauvetage néphronique, et effectivement, ça peut arriver aussi sur des insuffisances rénales rapidement progressives, sur les sténoses serrées, avec, merci à le dire, avec un parenchyme qui est quand même de bonne qualité en regard. Quoi, voilà. D'où l'importance de travailler avec nos collègues, parce que les déterminants, les déclencheurs d'insuffisance rénale sont pas toujours aussi évidents, et de ne pas passer à côté de quelque chose qui aurait pu être traité tout à fait autrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Petite question technique, donc on l'a vu pour les dysplasies, le stenting bien sûr n'est pas recommandé, il faut à tout prix l'éviter. Cette fois-ci par contre sur une indication bien posée d'une sténose hétéromateuse classique, les recommandations ne sont pas hyper tranchées sur le stenting primaire ou non, suite à l'angioplastie. Dans l'expérience que tu as et qu'on a, bien sûr... tout le problème, c'est où est la plaque. Et la plaque, c'est avant tout une plaque aortique qui s'étend. Donc si on dilate, on est dans la majeure partie des cas obligé de maintenir l'ostium ouvert avec un petit dépassement d'1 millimètre du stent. Donc ça, c'est toute la problématique de l'artère rénale à ce moment-là. Donc on stent bien sûr, oui, de facto. Quasiment, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Eh bien, merci Nabil. Ceci conclut la session. Avec donc une petite pause café. Merci. Merci beaucoup.